Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité pour revenir sur un sujet non moins important que nous avions déjà annoncé il y a quelques jours. Vous le savez, cette réunion s'est poursuivie cette fois-ci avec le président de la République. Elle a été élargie aux spécialistes, non pas seulement pour analyser les conséquences de la vague de ces inondations, mais aussi pour prendre des mesures qui nous permettront dorénavant d'avoir un dispositif, un protocole qui permette de bien gérer cette situation. Dans la cellule gouvernementale qui était chargée de travailler sur ces questions au quotidien, nous avons le privilège d'avoir un de ses éminents membres, en l'occurrence le ministre d'État, ministre d'Aménagement du Territoire, M. Guy Luando. Bonsoir. Bonsoir, cher Patrick, cher collègue. Merci de vous associer à cet exercice de redevabilité parce que nous l'avions promis. Il y a eu ce que nous avons tous déploré. Il y a eu une réponse du gouvernement aux côtés du gouvernement provincial. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à suivre de près la situation des sinistrés pour voir dans quelle mesure on leur apporte des appuis qu'il faut. Mais, Monsieur le ministre d'État, ce soir, nous n'allons pas nous focaliser sur la gestion de la question des sinistrés, mais nous allons nous focaliser plutôt sur les mesures sur lesquelles vous avez réfléchi en tant que membre du gouvernement, en tout cas de tous les secteurs qui étaient directement concernés par les inondations autour de la Première ministre. Les propositions ont été faites au président de la République et lui-même s'est porté comme caution notamment sur la nécessité, par exemple, des opérations de démolition qui se feront bientôt sur certains sites. Monsieur le ministre d'État, heureux de vous recevoir à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire des mesures qui ont été prises par le gouvernement et surtout comment vous allez vous assurer que ces mesures sont effectivement respectées dans un contexte où il est reproché notamment à certains agents de l'administration d'être à la base de la délivrance des titres sur des zones non édificantes. Merci, chers collègues, pour cette question. Il est vrai qu'à la suite des événements qui ont eu lieu le 4 et le 5 avril de l'année en cours, où nous avons décrié, plairé les nôtres, nos populations, près de 80 personnes qui ont perdu la vie, des écoles détruites, des centres de santé qui ont été touchés, et une vague de déplacement de près de 10 000 de nos populations vers des sites qui ont été choisis, notamment le stade de Martyrs, le stade d'Ata Raphaël et tant d'autres. Votre gouvernement, notre gouvernement, s'est immédiatement penché sur la question, en commençant par la ville, parce que ça concerne d'abord la ville de Kinshasa, où nous habitons nous tous, mais également au niveau national. Et donc, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, avait mis en place un comité de crise qui avait regroupé toutes les administrations pour se pencher sur cette question. Et de ces assises, il fallait d'abord qu'on comprenne les causes. Comment on en est arrivé là à toutes ces inondations, sur le plan technique, sur le plan structurel. Et ils ont donc élaboré un plan d'urgence qui a plusieurs points. Et de ce plan d'urgence, ça a été élargi pour que des actions concrètes soient mises en œuvre sur le plan social, sur le plan technique, sur le plan légal et réglementaire, et aussi sur le plan financier. Donc de ce plan d'urgence, qui a été élaboré sous la coordination du Comité permanent d'alerte et des urgences, le CPAI en cycle, les autres sectoriels qui sont concernés. Au-delà du ministère de l'Intérieur, vous avez là le ministère des Infrastructures, parce qu'il y a des mesures qui portent sur le curage de caniveaux et de voies de drainage, parce qu'il s'est fait que beaucoup de voies d'évacuation d'eau de pluie dans la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, c'est rempli de sable, c'est rempli de beaucoup de déchets, ce qui concerne la gestion de déchets et d'assainissement de la ville. Et donc, il faut immédiatement procéder au curage. Donc, le ministre des Infrastructures a été instruit qu'à penser à travers ces structures sous sa tutelle, dont l'Office de voirie et drainage. Et donc, ça, c'est au niveau sectoriel. Le ministre de la Santé également
savez, lorsqu'il y a des crises humanitaires, cela amène également des crises de santé publique. Et donc, il avait, au-delà de la gestion actuelle, pour ce qui est de médicaments et des soins apportés à nos populations, le gouvernement a pensé qu'il était plus que urgent que, pour ce qui est de l'avenir, que nous puissions disposer dans toutes les provinces des unités d'intervention médicale qui sont totalement dédiées pour que lorsqu'il y a des cas de catastrophes naturelles, on n'a pas à aller à gauche, à droite, tout de suite ces équipes peuvent descendre sur le terrain et intervenir. Il faut constituer également des stocks de médicaments dans chacune des provinces pour permettre à ce que, quand il y a survenance de ce type de cas de force majeure et de ces événements imprévisibles, qu'au moins on a des médicaments pour au moins assurer les soins de première nécessité. 3, le ministre de la Santé a proposé également la formation du personnel médical, parce que les cas de crise liées aux catastrophes, c'est des crises assez spécifiques qui demandent des interventions spécifiques, notamment des gens qui sont entraînés pour faire l'évacuation. Vous savez, quand il y a des montées des eaux de pluie, il faut qu'il y ait des gens qui savent comment nager. Toutes ces questions ont été évoquées. Le ministre de la Santé avait proposé la création et l'installation de ces brigades d'intervention. Il a également demandé, au niveau du ministère des Affaires sociales, qu'il soit carrément au-delà de l'établissement qui s'occupe de la Caisse nationale de la gestion des catastrophes naturelles, où il y a des problèmes au niveau juridique quant à son statut, au décret portant sa création, qu'il y ait une harmonisation qui permet à ce que le ministère des Affaires sociales puisse jouer pleinement son rôle avec des structures qui sont placées sous sa tutelle. Il faut aussi, dès aujourd'hui, clarifier le rôle des uns et des autres. Ça veut dire, le gouvernement central a estimé qu'il ne faut pas qu'il y ait une intervention où tout le monde intervient n'importe comment. Il faut qu'il y ait un protocole établi, où on sait que quand il y a catastrophe, qui intervient en premier, suivi de qui, pour dégager la question des responsabilités. Parce que quand la prise en charge n'est pas à son rendez-vous, quand les gens ne sont maltraités, il y a les cas de malnutrition et ainsi de suite, au moins on sait qui réprimer dans les cas d'espèce. Le gouvernement a également pris la mesure pour ce qui est de l'opérationnalisation de la coordination des réponses à tout ce qui est catastrophe naturelle. Il y a une coordination qui existe, mais qui n'avait pas vraiment, qui ne fonctionnait pas en plein régime. Et donc, il avait été donc décidé d'opérationnaliser cette coordination. Toujours au niveau des affaires sociales, la question de la communication. C'est là donc qu'il avait été recommandé à la collègue de la ministre des Affaires sociales, ensemble avec vous, comme ministre de la Communication, pour initier des campagnes d'éducation civique. Il faut que les gens sachent que lorsqu'il y a survenance de catastrophes naturelles, comment s'y prendre. Il ne faut pas paniquer. Et tout cela, ça fait l'objet de petits apprentissages qui permettent déjà, si quelqu'un a l'information, c'est un peu comme dans l'armée. Les militaires savent que lorsqu'il y a un coup de canon, il faut d'abord localiser le son d'où ça vient, parce qu'on ne fuit pas n'importe comment, de peur d'aller plus vers les dangers que de se cacher. Et donc, il y a toute une campagne qui va être organisée dans l'ensemble du pays pour que les personnes s'habituent à comment s'y prendre en cas de catastrophe naturelle. Donc, il faut une sensibilisation. Au niveau des affaires sociales, il ne faut plus qu'on s'y prenne comme ça a été le cas, où dès qu'il y a catastrophe, heureusement que nous avions des infrastructures, que le chef de l'État, le premier des sportifs, a daigné doter le pays dans le cadre des Jeux de la francophonie. Imaginons qu'on n'avait pas le stade Tata Raphaël, il n'y avait pas le stade de Martyrs, encore que ça c'est Kinshasa. Qu'en est-il de la survenance de ce type de catastrophe lorsqu'il s'agit de provinces? Alors le gouvernement, en toute responsabilité, a estimé qu'il faut qu'on ait des sites dédiés uniquement pour accueillir nos compatriotes lorsqu'il y a survenance de catastrophes, et c'est là sur l'ensemble du pays, dans toutes les 26 provinces. Et avec une administration, évidemment, qui n'aura comme rôle que d'entretenir et de pouvoir s'occuper de nos compatriotes dans ce cas d'espèce. Il avait donc été rappelé, comme vous le savez, avec ce qui s'était passé sur la route de Matadi, à Mitendi. Il y avait ce cas qui avait survenu. Le chef de l'État avait immédiatement instruit notre collègue le ministre de l'Urbanisme pour la construction de logements sociaux. Après l'aéroport, dont il y a près de 1000 logements qui ont été construits, qui étaient une réponse à cette crise humanitaire. La collègue, la ministre des Affaires sociales, avait également recommandé qu'il y ait une brigade
des transports. Vous savez, avec ce qu'il y a eu avec la montée des eaux, il faut qu'il y ait une brigade, soit au niveau fluvial, soit au niveau routier, mais bref, qu'il y ait c'est un peu comme les corps de pompiers, un corps dédié, formé, entraîné, pour faire face en cas de survenance de catastrophes naturelles. Alors, au niveau technique, il avait donc été demandé de manière immédiate qu'on procède à la surveillance des zones dites interdites. Parce que vous savez, ce qu'on appelle les zones non aedificandi. Le constat qui a été fait, c'est que nos compatriotes eux-mêmes se choisissent où ils doivent aller s'installer. Et donc, on est dans un phénomène des occupations volontaires, au lieu que ce soit le phénomène d'occupation réglementée. Donc, quelqu'un se réveille, il trouve, il y a même de ceux-là qui estiment que tel espace est inoccupé, lui-même, il vient, il s'installe. J'ai vécu ça moi-même à la Gombe, il y a une rue qui venait d'être réhabilitée, et tout de suite, les compatriotes ont installé les Maléwa, ce qui n'est pas mauvais. Mais le lien n'est pas approprié, une route qui venait à peine d'être installée, disons, réhabilitée, modernisée, et ils s'invitent d'eux-mêmes pour installer des maisons de fortune pour vendre les Maléwa. Alors qu'on sait bien que lorsque vous avez un chantier, dans les normes de construction, vous êtes censé, dans votre chantier, qu'on sache où les gens vont aller se soulager et comment ils vont manger. C'est des normes qui relèvent de normes urbanistiques, mais que les gens ne respectent pas. Et donc, renforcer ces contrôles à travers les services appropriés. Il faut également permettre à ce que la problématique de la planification, parce que nous avons des villes, nous avons des provinces, nous avons ce qu'on appelle les entités territoriales décentralisées, cher Patrick, qui ne disposent pas de plans, qu'on appelle le plan d'aménagement, le plan d'occupation. Nous aurons l'occasion, hein, vous pouvez avancer ça, mais vous allez nous dire les réformes que vous comptez justement implémenter pour répondre à ces défis à travers la République. Au niveau du ministère de l'Environnement, la question de la gestion des déchets, tri, recyclage et gestion de ces déchets. Vous savez que partout au monde, si vous avez une usine qui fabrique des emballages en plastique, vous devez investir également dans la chaîne de gestion des déchets, soit au-delà des services de la ville ou de l'entité concernée. Vous, comme entreprise, vous devez investir dans les camions de ramassage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, le comité s'était aussi penché sur cela pour que nous ayons un système de collecte régulière, de tri à la source et de recyclage. Parce que de nous-mêmes, nous constatons aussi, nos compatriotes, on jette des choses dans les caniveaux, ce qui peut faire à ce que ça soit bouché. Nous-mêmes également, nous sommes à la base de ça en termes de construction. Vous savez qu'il y a des gens qui construisent sur les lits des rivières, qui construisent sur les qui bouchent même les égouts. Il y a des endroits où, quand vous étiez petit, c'était affecté à autre chose. Vous revenez 5 ans, 10 ans après, c'est devenu un immeuble, c'est devenu un hôtel. Des fois, c'est dans les espaces inappropriés. Au niveau toujours technique, le gouvernement avait identifié un certain nombre de voiries et de routes, en tout cas qui sont d'une importance capitale pour permettre, dans le cadre du pilier numéro 3 du gouvernement, à savoir l'aménagement du territoire et assurer la connectivité maximale, que les routes, le programme de réhabilitation, je crois que vous avez vu, ce soit à Kinshasa ici, la ville est en train de faire, et notre collègue du ministère des Travaux publics a exposé sur un certain nombre de programmes de modernisation et d'accessibilité de nos routes. Et je vais revenir, comme vous avez vu, vous avez dit à la fin, pour ce qui est vraiment de l'aménagement. Ça, c'est de façon générale, cher Patrick, les différentes mesures qui ont été prises sur le plan technique. Enfin, sur le plan légal, notre collègue, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a sollicité et obtenu du gouvernement l'exécution de son arrêté, l'arrêté qu'elle avait pris dernièrement, pour ce qui concerne le morcellement. On se retrouve actuellement où les maisons 5 sur 5... Demi. Et donc, le gouvernement a demandé à ce que cela soit respecté, en tout cas l'arrêté du 20 février 2025. C'est ma collègue, la ministre des Affaires foncières. Ils ont également rappelé la descente qu'ils avaient effectuée avec le collègue, le ministre de l'Humanisme, pour aller visiter les sites à problème. Et le gouvernement a demandé à ce qu'elle avait sollicité à la 23e réunion du Conseil des ministres, qu'on puisse procéder immédiatement à la destruction
de tous les ouvrages qui se trouvent dans les sites qui ont été qualifiés conformément au plan comme des sites à risque. Et donc, le gouverneur de la ville, il avait donc été demandé à notre collègue, le ministre, le VPM intérieur, pour que immédiatement que le gouverneur de la ville puisse se pencher sur cette question pour procéder à la destruction de ces constructions anarchiques. Et toujours au niveau légal, le secteur de l'aménagement du territoire, nous allons y revenir, avait posé le problème de la problématique de la réglementation dans le secteur de l'aménagement qui souffre aujourd'hui d'un cadre normatif. Et donc la loi sur l'aménagement du territoire, le gouvernement a demandé que ce processus qui est encore en cours au niveau de l'Assemblée puisse être achevé afin que la loi sur l'aménagement du territoire retourne au chef de l'État pour sa promulgation. Il a aussi été demandé le respect de l'arrêté interministériel sur les servitudes d'utilité publique et aussi un accompagnement, en tout cas, pour que tout ce qui concerne l'occupation soit fait selon les normes. Voilà, cher Patrick, de manière liminaire, en tout cas, j'essaie de ramasser ce qui a été comme des mesures, mais nous pouvons aller dans le détail pour chaque sectoriel, même si chaque collègue pourra y revenir de manière beaucoup plus concrète. De toute évidence, il y aura justement un moment où vous posera des questions pour aller dans les détails de ces mesures. Mais, Monsieur le ministre d'État, vous convenez avec nous que si nos villes étaient bien aménagées, on n'aurait pas eu autant de dégâts, parce qu'on ne peut pas empêcher aux pluies de tomber ni aux catastrophes naturelles de survenir, mais on peut, de par notre comportement, de par la manière d'aménager, éviter que nous ayons des dégâts de ce type. Alors, qu'est-ce que vous avez pu engager comme réforme en tant que ministre d'État de l'aménagement du territoire pour préparer justement les pays à avoir un cadre d'aménagement bien respecté de tous? Merci, chers collègues. Comme vous le savez, les territoires font partie des éléments constitutifs d'un État. L'État a 4 éléments, vous le savez très bien. Vous avez un pouvoir politique qui est assis sur une population. Et cette population, on le trouve sur un territoire. Et ce pouvoir doit faire l'objet d'une reconnaissance sur le plan national et international, ce qu'on appelle la souveraineté. Et donc, les territoires qui est mal aménagé, un territoire où la population, en termes d'activité ou en termes d'occupation, si elle n'est pas faite conformément à une planification, la conséquence que nous allons avoir, c'est l'anarchie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, où chacun se permet de faire ce qu'il veut faire, que ce soit des projets publics, que ce soit des projets privés, qui ne respectent aucunement quoi que ce soit. Ce secteur qui a débuté son processus de la réforme depuis 2017, et on doit rendre un hommage au chef de l'État qui a fait de ce ministère le ministère d'État. C'est pour la toute première fois où l'aménagement a été érigé, élevé au rang du ministère d'État. Ça veut dire que ça montre l'importance que le chef de l'État a accordée à ce secteur. Et tout de suite, on s'était mis au travail. Nous avons donc eu, au mois de juillet 2020, un outil extrêmement important qui est la politique nationale d'aménagement du territoire, qui n'est rien d'autre que, vous savez, l'aménagement d'un territoire, cela dépend de ce que nous on veut faire de ce territoire. Mais donnez-nous des exemples concrets Okay, pour qu'on comprenne c'est quoi. On parle d'aménagement, on parle d'urbanisme, on parle d'affaires foncières, mais quelle est la spécificité et l'importance justement de ces ministères que le président de la République a bien voulu élever au rang des ministères d'État? Alors, au-delà de l'ordonnance portant attribution des ministères, vous êtes d'ailleurs concerné, chaque ministère a ses attributions. L'urbanisme concerne, comme le mot le dit, le milieu urbain, donc au niveau des villes. Et l'aménagement, c'est au-delà du milieu urbain, ça va bien au-delà de ça. De manière concrète, donc la ville de Kinshasa, là où les communes, là où nous sommes, tout ce que nous avons, par exemple, Lingwala, Gombe, c'est du ressort de l'urbanisme. Oui, ça c'est dans le milieu urbain, ça c'est l'urbanisme. Ça c'est l'urbanisme. Voilà pourquoi dans les temps, c'était des ministères qui étaient ensemble. Tout à fait. Voilà. Mais je vais d'abord revenir pour que vous compreniez. Si on estime qu'une église peut être en face d'un bar, c'est un choix qu'on fait. L'utilisation de cet espace physique. Ça veut dire que les uns sont dans un culte, en train de louer Dieu, de célébrer, invoquer le Saint-Esprit, et d'autres en train de danser. C'est un choix. Mais si nous disons que non, les églises, on les regroupe à tel endroit, et les gens qui veulent, voilà, c'est la vie privée, c'est cette orientation dans l'occupation de l'espace, c'est ça l'aménagement. Et nous, on planifie en amont, que ce soit en termes d'industrie. Vous savez, comme aujourd'hui,
ces bâtiments de la RTNC, pour avoir ce projet structurant de ce genre, il faut que cela obéisse à une planification en amont. D'où l'importance de l'aménagement. Et nous avons eu donc en 2020 la politique qui est un cadre d'orientation. À part la politique, on a constaté que depuis 1957, on n'avait pas un cadre normatif. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de loi, à part les décrets sur l'urbanisme, mais qui en réalité n'étaient pas sur l'aménagement. Et donc, le chef de l'État, à travers le gouvernement de la République, s'est penché sur cette question. Et aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a ce projet de loi qui est au niveau de l'Assemblée nationale, donc au niveau du Parlement, dont on attend. Donc, on pourra y revenir pour en parler un peu plus sur ce que cette loi va changer dans la vie des Congolais. Troisièmement, c'était au-delà des provinces, au-delà des villes, comme des ETD, il faut permettre à ce que les provinces, Patrick, tout projet de développement au niveau des provinces, au niveau des ETD, donc au niveau des territoires, au niveau des secteurs, doit faire l'objet d'une planification qu'on appelle soit les plans provinciaux d'aménagement, il y a les plans locaux d'aménagement et des plans simples d'aménagement du territoire. Et pour les élaborer, nous avons donc produit un outil qu'on appelle le guide méthodologique d'aménagement du territoire pour permettre à ce que les gouverneurs, moi-même j'ai été convié à la dernière conférence de gouverneurs qui s'est tenue à Kalemi pour expliquer aux gouverneurs de province l'importance de se pencher sur cette question parce qu'on ne peut pas envisager développement agricole, développement industriel sans qu'il y ait une planification, ça veut dire un outil d'orientation pour tous ces projets structurants parce que c'est la base même du développement dans le pays. Et le quatrième outil, cher Patrick, le gouvernement a produit, c'est le schéma national d'aménagement du territoire dont j'ai lancé l'atelier de validation hier, mais il nous fallait 2 ans pour élaborer 2 études importantes, à savoir l'étude sur le capital forestier et le potentiel agricole. Donc aujourd'hui, tous ces outils sont prêts, il ne nous reste que la loi. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce territoire qui est déjà occupé? Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces constructions qui y sont déjà érigées? Eh bien, au-delà du projet de la rocade, parce que quand on parle de ça, c'est un peu virtuel, il y a le projet de rocade, où nous allons expérimenter pour la première fois, puisque tous les outils de planification sont disponibles. Tout au long de la rocade, je crois que vous avez suivi, mon collègue le ministre de l'Urbanisme a pris un arrêté interdisant l'octroi de permis de construire sur toute cette zone, que ce soit la rocade de Sud-Est et Sud-Ouest. La ministre des Affaires foncières, la MINETA, ministre des Affaires foncières, a interdit la délivrance des titres sur toute cette zone, toute la rocade, parce qu'on veut faire de cette rocade une zone avec des zonages pour affecter là où on peut avoir des stations d'essence, là où on peut avoir les hôtels, là où on peut avoir des sites d'hébergement, là où on peut avoir toute cette planification dans l'occupation. Nous allons l'expérimenter tout au long de la rocade du projet avec la réévaluation du contrat avec la SICOMI. Voilà un peu, cher Patrick, ce qui a été fait au niveau de l'aménagement du territoire. Et la mise en œuvre de tous ces outils vont nous permettre d'avoir effectivement un territoire résilient. Et là, avec l'AFD, l'Agence française de développement, notre collègue, le ministre des Finances, a signé une convention de prêt de 58 millions d'euros. Ça sera une expérimentation d'une ville durable de Boma, lequel projet est piloté au sein de mon ministère par l'Agence nationale d'aménagement du territoire, l'ANAT, qui est des innovations, parce que je vous ai parlé du cadre normatif, mais il fallait également une évolution au niveau institutionnel. Et donc nous avons mis en place l'ANAT, qui est l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui va piloter ces projets de ville durable de Boma, 58 millions d'euros. Il y a le FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, que nous avons créé depuis que nous sommes à la tête de ces ministères. Nous avons l'ONAT, qui est l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui est l'équivalent de l'OVG, donc l'Observatoire volcano de Goma, qui, au sein de l'ONAT, vous aurez des OPJ, des officiers de police judiciaire à compétences restreintes, qui auront pour rôle, après avoir prêté serment devant le procureur de la République, d'aller constater comment se fait les occupations. Et donc, si on trouve un ouvrage, prenons qu'un endroit qui était affecté pour un terrain de football, un individu a un permis pour construire un immeuble de 10 étages, eh bien, on va faire surseoir immédiatement ce projet parce que ça ne correspond pas à la planification et à l'affectation de cet espace. Et la loi qu'on attend va bouleverser nos vies parce qu'il y a une notion moderne du droit pénal de l'aménagement du territoire où, cher Patrick,
l'inobservance des règles de planification spatiale, si jamais cette loi est promulguée, est élevée au même rang, au même titre qu'une incrimination au droit pénal. Donc tu peux faire l'objet d'emprisonnement, tu peux faire l'objet de paiement des amendes et tant d'autres sanctions. Voilà ce qui va arriver si jamais ces outils se mettent en place. Question à Liboso, na Excellence Guilando. Tous en 2021, Excellence au PC, dans le mois de septembre, projet à Kinshasa, nouvelle ville intelligente. Et ça qui vraiment espoir, Moro, Yamakasi, Oban à Kinshasa, Topé, Congolais, nous s'espère par rapport à Ndenge ville, Toloba sur. Naba embouteillage, naba tebele surpeuplé tout kotonga ville mususu lokola ba ville ya Baker, Badaka et puis c'est espoir. Est-ce que projet on ezaka kato aussi oleka na makambo mususu? Question na Excellence Patrick Mouyaya. Ba interprétation ezali ko kende na ba sens nyonso par rapport il y a communiqué, il y a lobby, il y a M23 AFC na gouvernement et la République démocratique du Congo. En tout cas, tout le monde qui a dans la télévision nationale. Est-ce que vous pouvez éclaircir l'opinion? Nini ezali koleka exactement na doa batena na ba aboutissa nango ezali nini? To retenir déjà que le gouvernement et la République démocratique du Congo na M23 AFC batie na C ba solola pour l'intérêt de la population. Question ce qui a deuxième préoccupation. Est-ce que, Excellence, ministre de la Communication, vous allez informer que tout le monde va la coup d'État dans le président de la République, dans la FRDC, va communiquer, et puis va lelo, nandolo, et si kanini militaire, c'est-à-dire FRDC, lobby, puis qui déjà communiqué pour nous le pouvoir dans mboka na biso et que tout nous sommes mon le théâtre, mais bon. Par rapport à théâtre, par rapport au bino gouvernement, il y a information que vous avez. Narolimbola na lingala pour Ndeko Jimmy Mukendi. Omoni makambo yo ya guerre tobandi nango bandakala. Président Félix Antoine Tshisekedi alingi kimia ezonga na parti wana ya mboka na biso. Kasi po kimia ezonga, il faut qu'on faire aboutir ba processus na limbola ki a etala ki obezaki ko salama na Luanda. Pour le 15 décembre, ce qui président Kagame yaki to signaki ne to silisa déjà makambo yo. Ya yaki a signaki te. Et l'air yaki a signé te bomonyo yaki na sima. Président Tshisekedi a telemaki azalaki ferme. Position wana ya fermeté à Mokondi. Ndesali kelelo Rwanda zu ba sanction. Ba sanction ya ba américain, ya ba français. Il y a des Belges, il y a des Allemands. Momoni pratiquement communauté internationale nyonso ba pesi bango ba sanction. Kasi ceux qui pe bolandi ba position nyonso communauté internationale ezui. Ezali ko pesa biso pe devoir. Ba lobi biso pe il faut botala ndenge beaucoup solo là. Parce que tokoki kokoma na kimia te soki bo solo liezate topé compromis ezate. Yango bo monaki ke président Félix Antoine Tshisekedi akendaki na Doha le 18 mars. Donc, Makambo Yobino Bomonaki Lobby, il faut considérer que ça suite, il y a Masolo Oyebandaki entre le président de la République et le président Kagame autour de la médiation. Batuba Lobby a, Namukando Ebimaki Lobby Batangi Rwanda te. Kasi pour la Rwanda, toza déjà, na processus à Rwanda, les lois a prolongé par les présidents forts. Kasi na Doha, et Pessi Ndingisa to Bandako Solo là. Na baoyo bayi na M23. Yango na cadre masolo wana comme moi évolution ezali yango basalaki oyo to bengi na lopoto déclaration conjointe wana lobby ona kolakisa na bato voilà to vandaki to bandi ko solo la biloko to yokani nango ya motuya eza ko sala trêve yango bomoni mikolo yo bitumba penza ezali te entre mapinga o ya biso na bango mais ba incident ezali. Mais kasi ba incident ou ezali ce qui est commis
il faut qu'on rapporte la médiation. Parce que si tu vends na mesa tolobi, tozo solo là. Nyonso wana, ba Congolais, il faut comprendre que to komi na phase ya kokita. Na atterrissage, ceux qui bosa na avion, l'air to komara na phase d'atterrissage, ba lo barabino nyonso bolata ceinture. Parce que l'air bolati ceinture et la kisi ke bokoti na phase moko eza sensible mingi. Yango bino pe ba pandisango. Parce que ceux qui botangi na déclaration conjointe wana et pesipe devoir na ba pandisango. Na ba kambia ba église. Biso nyonso to concourir pour kimia ezonga. Yango nde tolingi. Kasi na makambo etali dialogue. Oyo balobeli na kati ya communiqué. Makambo wana etali dialogue ya ba parti oyo ba signé communiqué. Donc il faudrait batuba ça la confusion te. Oeza processus moko précis oyo bozana ba expert oyo ya gouvernement na ba tu oyo ya M23 ba vandi ba zo solo la pona kotala ndenge nini kimi ekozonga. Première phase eleki, deuxième phase ekobanda pe na suka biso tokoya kopesa bino communication. Parce que médiation est décidée que pour na raison de sérénité, au regard il y a sensibilité à bas sujet, pour atterrissage ça la mamalamu, baboyi biloba loba. Baboyi koloba aboye. Yango pe bomona ki biso na niveau à gouvernement sur makambo a Doha, tozala ki kozela makambo ebela. Kobela ya liboso to lakisi mais ba progrès pe mususu ko na sima to ko lakisa. Yango eza important biso nyonso to comprendre que to komi na phase moko oyo tozali ko olobaki ko tchana se to komi na phase moko to komi ko atterrir eza ko kitana se justement. Donc mutu na mutu ne sika zaleli bolanda oyo elobamaki le 18 mars bolanda oyo elobamaki lobi pe botala makambo nyonso ndenge ezosalama autour ya nouveau médiateur ya Union africaine. Na motuna na oyo ya mibale procès ezali nakoki ko commenter yango te mais il faut koyeba que toza na contexte moko oyo même babiso nyonso ba membre ya gouvernement ya moko ba menace pe ezalaka mais soki nyonso bandi kobima na poasa ya musu batu pe barobanga awa il faut ko sepela c'est que toza na ba service toza na ba police toza pe na armée ou bazo sala musala makasi pona ko protéger ba institution liboso évidemment eza président de la République et pona ko protéger ba Congolais nyonso. Donc il faut comprendre que na état o tozali nango vigilance il faut zala makasi pe eloko ya motuya o ba Congolais nyonso il faut baeba bitumba oyo pona biso ekosilaka mukolo tokozala na mesure totelemi tolobi toke kosala briefing na Goma toke kosala briefing na Bukavu nyonso tozosala eza poto réunifier to récupérer intégrité territoriale oyo ya biso yango ndeza eloko oyo ya motuya toyebi pe banani tozana bango en face elakisi te ndenge tokei na Doha ndenge tozosolola elakisi te ke to tiki vigilance oyo faut tozala nango biso tokei de bonne foi ba oyo bazoya na mesa pe bazala na même disposition ke biso yango nde kosala ke tokoma na kimia kasi boyeba pe ke ndenge tolobaka tous les jours tozana ba front militaire front diplomatique front économique front judiciaire front culturel front spirituel tokyo tchape front sportif tokyo batapé front aménagement elakisi ke ba Congolais nyonso lelo baza mobilisé na cadre ya Congolais telema pona ko s'assurer que bitumba oyo esili. Donc je pense que on a été assez clair. Monsieur le ministre d'État, c'était important d'apporter cette précision sur cette question cruciale. Et je pense que c'est par là aussi que nous allons terminer cet exercice de redevabilité. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Non, c'est juste d'abord remercier tout le monde pour les questions combien pertinentes. Le gouvernement, au regard des événements du 4 et 5 avril, comme ça a été dit au début, s'y est penché pour non seulement gérer la crise actuelle, mais également prévenir pour l'avenir. Et au niveau de la gestion, je crois que j'ai été très clair là-dessus, ce qui est en train d'être fait dans le cadre du programme d'urgence, du plan d'urgence de la gestion des contingences, mais également en termes de prévention.
Parce que catastrophes naturelles sont des événements imprévisibles et insurmontables qui peuvent toujours venir demain. Et donc, il y a eu toute une pile de mesures qui concernent beaucoup de secteurs, c'est les transports, santé, affaires foncières, urbanisme, santé, environnement, intérieur, travaux publics, aménagement du territoire, les provinces. Et donc, Madame la Première ministre, sous sa coordination, nous avons soumis ces mesures qui ont fait l'objet de la communication, le point d'information par le VPM de l'Intérieur à la dernière réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue à Lubumbashi. Et donc, nous sommes venus juste expliquer. Il est vrai que chaque sectoriel pourra y revenir, évidemment, pour des mesures qui concernent son ministère, son domaine, pour donner plus de détails. Moi, je n'ai fait que brosser, parce que comme j'avais eu ce privilège d'assurer le rôle de rapporteur de cette grande réunion, et je me suis permis également à expliquer les réformes, parce que l'aménagement du territoire, c'est des questions sur les inondations, la gestion des catastrophes naturelles, rentre aussi dans le cadre d'attribution, évidemment, en collaboration avec tous les autres sectoriels. Donc, je me suis permis de donner ces avancées. J'espère que nos populations comprendront mieux ce secteur crucial de l'aménagement du territoire, parce que ça concerne notre vie de tous les jours et le développement de notre pays. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, de votre participation. Merci aux professionnels de médias et bonne soirée chez vous. Merci. Merci. Petit microbe sur ton bicross. Ce qu'on veut, c'est devenir...